La Trêve de Mario Benedetti, un écrivain uruguayen. Lundi 11 février. Dans 6 mois et 8 jours, toutes les conditions seront requises pour que je puisse prendre ma retraite. Cela doit faire au moins 5 ans que je calcule quotidiennement le temps qui me reste à travailler. Ai-je un tel besoin de loisirs? Je ne le pense pas. Ce n'est pas des loisirs que j'ai besoin, mais du droit à un travail que j'aime. Par exemple, jardiner. C'est une activité excellente et reposante pour les dimanches, un contrepoids à la vie sédentaire et une défense contre l'arthrite future est néanmoins certaine. Mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir supporter le jardinage tous les jours. La guitare peut-être. C'est assez tentant, mais ça doit être décourageant de commencer à étudier le solfège à 49 ans. Écrire alors. Je ne serai peut-être pas un trop mauvais écrivain. En général, les gens aiment lire ce que j'écris, ce qui ne veut rien dire. J'imagine une petite note bibliographique sur les qualités certaines de ces nouvelles auteurs presque quinquagénaires. Et rien que d'y penser, j'en ai les frissons. Le fait de me sentir encore aujourd'hui candide et immature, c'est-à-dire avec tous les défauts de la jeunesse et presque aucune de ses qualités, ne me donne pas le droit d'exhiber cette candeur et ce manque de maturité. J'avais une cousine, une vieille fille, qui, lorsqu'elle confectionnait un gâteau, le montrait à tout le monde, avec un sourire mélancolique et puéril. Le sourire qu'elle avait sur les lèvres depuis l'époque où elle faisait étalage de ses mérites. Elle s'habillait avec élégance, en accord avec ses 53 ans. En cela, elle était discrète et équilibrée, mais son sourire aurait exigé une jeunesse de 20 ans. Son sourire n'était qu'une moue pathétique, une moue qui ne parvenait jamais à être ridicule parce qu'elle avait le visage empreint de bonté. Que de mots pour dire tout simplement que je ne veux pas avoir l'air pathétique. Vendredi 15 février. Au bureau, pour faire un travail à peu près correct, je dois m'obliger à ne pas penser que la retraite n'est plus très loin. Sinon, mes doigts s'ankylosent et l'écriture en ronde que l'on utilise pour les têtes des rubriques devient toute cassée et perd son élégance. La ronde est l'une de mes plus prestigieuses performances d'employé. J'éprouve, disons-le, du plaisir à tracer certaines lettres, comme les M majuscules ou les B minuscules, pour lesquelles je me suis permis quelques petites innovations. Ce que je déteste le moins est l'aspect mécanique et routinier de mon travail. Préparer un contrat déjà 1000 fois rédigé, vérifier des comptes et trouver que tout est en ordre, qu'il n'y a pas d'erreur à chercher, ne me pèse pas parce qu'il me permet de penser à autre chose et même, pourquoi ne pas l'avouer, de rêver. C'est comme si je me fractionnais en deux entités dissemblables, contradictoires et indépendantes. L'une, qui connaît son travail par cœur, qui domine la plupart de ses variantes et de ses méandres, qui sait où elle met les pieds, et l'autre, rêveuse et fébrile, passionnée et frustrée, un type triste qui, cependant, a été et sera fait pour la joie. Un type distrait qui se moque pas mal de ce que trace sa plume, ou de ce qu'écrit l'encre bleu qui dans 8 mois sera devenu noir. Le côté insupportable de mon travail n'est pas tant la routine que les problèmes nouveaux. L'ordre soudain de cette direction fantasmique qui se cache derrière les comptes rendus, les dispositions, les primes, l'urgence avec laquelle on réclame un rapport, une analyse, une prévision de ressources. Et alors, comme il s'agit de quelque chose de plus que la routine, mes deux moitiés doivent travailler à la même chose. Je ne peux plus penser à ce que je veux. La fatigue s'installe dans mon dos et sur ma nuque comme une écorce poreuse. Que m'importe le bénéfice probable de la rubrique boulon pour piston au cours du second trimestre de l'avant-dernier exercice? Que m'importe la meilleure façon d'obtenir un abattement sur les frais généraux? Aujourd'hui, la journée était bonne, rien que de la routine. Lundi 18 février. Aucun de mes enfants ne me ressemble. D'abord, ils sont tous plus énergiques que moi. Ils ont toujours l'air décidés, ils n'ont pas l'habitude du doute. Esteban est le plus farouche. Je ne sais pas encore à qui s'adresse son amertume, mais ce que je peux dire, c'est qu'il en est plein. Je crois qu'il éprouve du respect envers moi, mais sait-on jamais. Jaime, lui, est peut-être mon préféré, quoique je n'ai jamais pu m'entendre vraiment avec lui. Je le crois sensible, intelligent, mais il ne me semblait pas foncièrement honnête. C'est évident, il y a une barrière entre nous. J'ai tantôt l'impression qu'il me déteste, tantôt qu'il m'admire. Quant à Blanca, ma fille, elle a au moins ceci de commun avec moi. C'est une triste avocation de gaie.
Pour le reste, elle est trop jalouse de sa propre vie, trop secrète pour partager avec son père ses problèmes les plus difficiles. C'est elle qui passe le plus de temps à la maison et elle se sent peut-être un peu l'esclave de notre désordre, de nos régimes, de notre linge sale. Ses rapports avec ses frères frisent souvent l'hystérie, mais elle sait à la fois se dominer et les dominer. Au fond, ils s'aiment probablement, bien que l'amour fraternel ne soit pas exempt de la dose d'exaspération mutuelle administrée par l'habitude. Non, ils ne me ressemblent pas, même pas physiquement. Esteban et Blanca ont les yeux d'Isabelle. Jaime, lui, a hérité de son front et de sa bouche. Que penserait Isabelle si elle pouvait le voir ainsi, inquiet, actif et mûr? C'est une meilleure question. Que penserais-je d'Isabelle si je pouvais la voir? La mort est une expérience sordide. Veuf avec 3 enfants, je devrais en être fière de m'en être sortie. Mais je ne me sens pas fière du tout, je me sens fatiguée. La fierté, c'est bon quand on a 20 ou 30 ans. J'ai bien été obligée de m'en sortir, et mes enfants avec moi. C'était la seule échappatoire à une société qui m'aurait montré du doigt et lancé ce regard inexorable qu'on réserve aux pères maudits. Il n'y avait pas d'autre solution, et je m'en suis sortie. Mais tout a toujours été trop marqué du signe de l'obligation pour que j'ai pu me sentir heureux.